Bienvenue à toi, citoyen. Bienvenue à Artopolis. Je suis l'administrateur. Je gère cette grande cité. Depuis des années, Artopolis est reconnu pour son statut de plus grande archive artistique du monde. C'est ainsi que pour chaque nouveau arrivant, j'offre la possibilité de consulter un document des archives. Ce sera Galavium, l'archiviste en chef, qui présentera le sujet proposé. Je te laisse avec lui. Bon visionnage, citoyen. Avez-vous déjà ressenti une émotion que vous ne pouvez expliquer devant un film? Moi, oui. Ce type d'émotion, je vous souhaite de la ressentir, car vous mettez une bonne partie de votre vie à pouvoir la comprendre et la saisir. Cette émotion, je l'ai ressentie devant une œuvre, un film. Et ce film est mon préféré. Je suis Galavium et bienvenue à Artopolis. Parler de son film préféré, c'est jamais facile, et ça l'est encore moins avec une œuvre comme Blade Runner. Blade Runner est une œuvre qui me fascine, me transporte, me subjugue, et qui m'a tout bonnement ému. Blade Runner, je le considère comme une véritable œuvre d'art, qui restera dans la mémoire. Mais qu'est-ce qui me pousse à lui donner tant d'éloges? Je vais donc tenter d'apporter mes arguments et expliquer mon grand amour pour ce film. Pour en parler, je vais donc disséquer mon propos en 4 titres. Avant d'être un film, Blade Runner, c'est d'abord un livre. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques du génial auteur de science-fiction Philip K. Dick. Philip K. Dick est un auteur de science-fiction très connu dans le monde. Il est pour moi à l'image d'Asimov ou encore Herbert. Sa réputation est donc à la hauteur de la qualité de ses écrits. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques se déroule en 1992 dans un San Francisco futuriste et pollué. Les humains ont quitté la Terre et se sont installés dans les colonies de l'espace. Seuls les humains ne pouvant pas partir pour des raisons médicales ou sociales vivent encore dans cette ville poussiéreuse. Les androïdes ont alors été inventés pour accomplir les tâches dangereuses sur les colonies. D'ailleurs, les animaux ont partiellement disparu, et leur rareté influe sur leur possibilité d'en posséder. Des animaux robotiques sont alors créés. Rick Deckard est un chasseur d'androïdes, possédant un mouton électrique. Il rêve depuis toujours de posséder un vrai mouton. Il apprend alors de par son supérieur qu'un groupe d'androïdes s'est échappé de Mars, et qu'ils auraient acquis une conscience, un libre arbitre. Ce qui caractérise et donne déjà le statut de chef-d'œuvre de la littérature à ce roman, c'est sa capacité à rendre intéressante la vie banale d'un simple chasseur de tête, perdu dans un univers immense. On y retrouve également toute la thématique de la paranoïa et du questionnement des réalités très présent dans les œuvres de K. Dick. D'ailleurs, la première fois que j'ai vu Blade Runner, je ne connaissais pas son statut d'adaptation, et ni son auteur. Et rien que pour sa découverte, j'ai une dette envers le film. Et en effet, ce récit pourrait donner un excellent film de science-fiction, et donc lancer Hollywood sur une volonté d'adapter K. Dick au cinéma. C'est alors qu'un homme, le scénariste Hampton Fancher, cherche à produire un film de science-fiction pour lequel on lui a donné les fonds. Il rédige un premier script qui changera plusieurs fois de nom. Hampton Fancher imagine donc un scénario assez intimiste, très proche du huis clos. Mais pour concrétiser ce projet, il lui faut un réalisateur et un bon. Pour s'attaquer à un film pareil, il faut un réalisateur talentueux, une personne qui a déjà touché à la science-fiction. Un homme qui est à l'origine d'une œuvre monstrueuse et superbe. Il s'agit en effet de Ridley Scott, l'homme derrière Alien, le 8e passager. Hampton Fancher entame les négociations. Cependant, malgré le fait que le scénario l'intéresse, Scott est déjà sur l'adaptation de Dune pour Dino De Laurentiis et refuse.
Mais la lenteur de l'avancement du projet décourage Scott, et la mort de son frère aîné, Frank, le fait définitivement quitter le projet. Il ne s'en remettra jamais. Il plonge dans une profonde dépression, ce qui le conduit à accepter de rejoindre le projet qui portait à ce moment le nom de Dangerous Days. Le projet changera de nom, et s'appellera donc définitivement Blade Runner, issu d'un roman de l'auteur William S. Burroughs, que l'on connaît pour son roman totalement halluciné Le Festin de nuit, qui sera d'ailleurs adapté par Cronenberg quelques années plus tard. Ridley Scott changera beaucoup d'éléments. Le script final s'éloignera de la version d'Upton Fletcher et du livre de Cadic. Cependant, l'auteur, après l'avoir lu et visionné 40 minutes du film, déclarera que le monde créé par Scott ressemble exactement à ce qu'il a imaginé. Suite à cette discussion, Ridley Scott avoue n'avoir jamais lu le roman de Dick. La production du film sera parfois difficile, voire catastrophique. Je vous invite donc à visionner le documentaire des temps difficiles, qui est en fait un making-of de 3 heures racontant la genèse et la production du film. Mais s'il y a bien quelque chose à retenir du film, c'est sa dimension artistique et la sensibilité de Ridley Scott concernant celle-ci. Avec Alien, Ridley Scott offre une œuvre dont l'esthétique a marqué mon existence. Je me souviendrai toujours de ce vaisseau étrange, tout droit sorti de l'imaginaire d'Android Kicker et du xénomorphe, cette créature à la fois horrible et fascinante. Ridley Scott a un véritable sens du détail dans ce film, que ce soit le look rétro des vaisseaux et des ordinateurs de bord intemporels. Et ce sens du détail et de l'esthétique, on le retrouve dans Blade Runner. Blade Runner a en effet un univers marquant, grâce à son esthétique visuelle et tous ses détails. Ridley Scott, pour son film, s'inspire de l'esthétique forte des univers hallucinants du magazine français Métal Hurlant, et notamment par une courte histoire développée par Moebius, alias Jean Giraud, et Dan O'Bannon, ce dernier étant le scénariste d'Alien. Et en effet, quand on jette un coup d'œil sur The Long Tomorrow, on peut voir l'impact de cette bande dessinée sur l'univers du film. Mais cette inspiration n'ôte pas l'originalité de l'univers visuel de Blade Runner. Ridley Scott lui a en effet donné une âme. Car Blade Runner a une âme. Et il est évident qu'elle se situe en grande partie dans son visuel. Chaque plan de Blade Runner possède une âme, et cela est lié au travail de stylisme de Ridley Scott. Ridley Scott, avant d'être réalisateur, est passé par la publicité, et ça se ressent. En effet, Ridley Scott s'est totalement investi dans le processus artistique du film. Il en organise le département artistique et devient un véritable chef d'orchestre. Scott avait tellement d'idées qu'il a dû se limiter, comme en témoigne l'ancienne introduction du film abandonné, qui mettait en scène Rick Deckard, arrivant dans une cabane et combattant un répliquant. Elle sera d'ailleurs reprise dans la suite du film, sorti en 2017. Scott recherche la perfection visuelle en agissant en véritable artiste. En effet, lors du tournage, au risque d'augmenter le budget et d'exaspérer l'équipe de production, il tourne plusieurs fois les plans. Il recherche le plan parfait. Et vu le résultat, je peux affirmer qu'il a réussi. Car chaque plan du film est un tableau futuriste qui fascine. Je vois Blade Runner presque comme une galerie d'art. Mais ce ne sont pas des plans superficiels. Ils racontent une histoire, celle de notre futur. Lors du développement artistique du film, Scott s'entoure d'un artiste qui est responsable en grande partie de la folie visuelle de ce film. Dans les artistes proposés pour participer à la création visuelle du film, un homme est retenu par Ridley Scott, Syd Mead. Syd Mead est un designer industriel qui est à l'origine de beaucoup de films de science-fiction célèbres. D'ailleurs, avant de s'attaquer à Blade Runner, il a travaillé sur le premier film de la franchise de Star Trek, réalisé par Robert Wise, et également sur plein d'autres films. Ridley Scott remarque quelque chose dans le style de Mead. En effet, Mead fait partie de ces artistes qui ont rêvé le futur. J'irais même jusqu'à dire qu'il l'a inventé. Il est donc responsable d'une grande partie des objets présents dans le film, comme les véhicules, dont les célèbres spinners, les fameuses voitures volantes. Les images que produisent Mead vont être reproduites à la perfection par Scott dans le film, et je pense que Mead est en grande partie responsable de ce qui me fascine dans le film, sa vision du futur. Je parlais en effet de son esthétisme, sa recherche visuelle, mais c'est bien cette vision qui me subjugue. Le design de tous les objets renforce l'authenticité de ce futur, que ce soit les véhicules, les immeubles, les objets du quotidien.
l'appartement de Descartes, et même le parc-mètre. Le travail de Mead participe à insuffler cette fameuse âme dans Blade Runner, et provoque cette sensation chez moi. Je ne regarde pas Blade Runner, je le vis. C'est une phrase que l'on peut sortir sur n'importe quel film préféré. Mais avec Blade Runner, c'est particulier, enfin de mon point de vue, ça l'est. Blade Runner est la conséquence d'un travail gigantesque. Personne n'avait vu un film de ce genre. En plus d'avoir une direction artistique hors norme, le film possède une bande originale fabuleuse, qui joue un grand rôle dans ma relation avec cette œuvre. Composée par le grand Vangelis, cette bande originale colle parfaitement avec l'univers du film et est inclassable. Est-ce de l'électro, du jazz industriel ou tout simplement la musique du futur? Tout ce que je peux dire est qu'elle constitue un personnage à part entière dans le film, et qu'elle est envoûtante. Le travail sur le son est aussi très immersif, chaque son est reconnaissable. Que ce soit les bips des machines, les gens qui marchent dans la rue, les murmures de cette mégalopole poussiéreuse. Tous les éléments du film, esthétiques, musicaux, sonores, scénaristiques, prouvent une chose. Blade Runner n'est pas qu'un film. Oui, Blade Runner n'est pas qu'un film. C'est une expérience. Blade Runner est un rêve sombre mais envoûtant. Et ce rêve, je ne veux pas en sortir. Blade Runner, c'est aussi un cauchemar, car c'est bel et bien de la fin de l'humanité dont parle le film. Mais malgré tout, dès qu'on commence le film, et que cet œil ouvert apparaît, j'ai cette impression de m'immerger dans celui-ci. Ce regard qui reflète l'âme m'empêche d'en sortir. Je ne suis pas hypnotisé, je rêve. Blade Runner est un rêve. Suis-je mélancolique comme Descartes? Suis-je atteint du spleen baudelairien? Peut-être. Ce dont je suis sûr, c'est que je suis toujours ému par cette tirade finale du répliquant Roy Batty. Cet être fragile, plutôt innocent, qui peut être cruel. Et heureux d'avoir vécu et de mourir en poète. J'ai créé, je peux donc mourir. J'ai vu naître la sensibilité artistique en moi. Je peux donc partir. Cette scène, où Descartes regarde Roy mourir avec la bouche ouverte de surprise après que son ennemi l'ait sauvé d'une mort certaine, et lui ait déballé des mots d'une pureté absolue, provoque toujours en moi une forte émotion. J'aime le personnage de Descartes. Pour ses manières bourrues et le reste de sensibilité qu'il peut donner. C'est un personnage anéanti, surpris par cet éclat de vie qu'il aperçoit dans un être synthétique. J'ai toujours été impressionné par le fait que Rutger Hauer, l'acteur qui joue Roy Batty, ait improvisé en grande partie son monologue. Et au final, c'est logique. Car je sens que ces mots sont authentiques. Blade Runner est un film authentique. Blade Runner est vivant. Ridley Scott et son équipe ont abouti à un film intemporel. Un film qui ne vieillira jamais. Et Roy Batty a réussi une chose. Non, Blade Runner a réussi une chose. Me faire pleurer devant un film. Et depuis ce jour, je pleure souvent au cinéma. En effet, après le visionnage de celui-ci, j'ai peut-être été contaminé. Roy m'a peut-être transmis sa poésie. Enfin, je l'espère.